Bon les amis, vous avez vu que c'est pas notre répandeur à engrais. L'urée, lui, est monté jusqu'à 800-900 € la tonne. Son prix a quasiment quadruplé. Ok, là ça pleut bien là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 février et ça va être le premier rapport d'azote. Donc ça y est, je suis rentré du ski tout juste hier. Il fait un temps radieux et c'est le moment de faire les premiers apports d'azote. C'est la sortie de l'hiver, c'est la reprise de la végétation. Le blé et le colza ont besoin d'un petit coup de boost pour repartir. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ça. Je vais prendre le 826, décrocher le pulvé parce que on va pas apporter du liquide mais du solide. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo de manière technique. Donc voilà, vous avez tout le programme comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà, bon les amis, vous avez vu que c'est pas notre répandeur à engrais. Donc on a été prendre celui de notre coopérative Agrial, tout simplement parce que c'est bien plus simple que notre épandeur ici, Sulky. En plus ça coûte rien du tout. En tout ça va nous coûter 80 € pour passer sur tous les colzas, tous les blés. C'est bon pour vous. Et voilà, notre coopérative nous met ça à disposition pour que ça soit plus pratique pour nous, pour que eux, je pense que ça rembourse juste leurs frais d'entretien. Avec ça je mets que 2-3 sacs maximum, donc à chaque fois ça fait revenir à la ferme, etc. Enfin on perd énormément de temps. Là ça nous coûte quasiment rien à louer. On met beaucoup de sacs, on passe sur tout. Ça va être bien plus précis que cet épandeur là. Celui-là n'est pas trop précis. Surtout vu le prix de l'azote en ce moment, on a intérêt d'être précis et dépendre exactement la quantité qu'on souhaite sur nos terres. Et voilà, comme ça c'est le top. On va le chercher à la coopérative, on passe tout en une journée, on le rend juste après et on est tranquille. Donc là pour le blé et le colza, on va apporter le même engrais. Donc c'est du 22-14. Donc 22-14 c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a 22% d'azote et 14% de phosphore. Dans les 22% d'azote, on va avoir 18% en forme ammoniacale, donc c'est NH4+, c'est de l'urée, et 4% en nitrique, donc des nitrates, NO3-. Je vais pas tout vous réexpliquer exactement qu'est-ce que NH4+, NO3-, comment ça s'est assimilé dans la plante, etc. etc. L'année dernière, j'ai fait une vidéo très technique, un format Parlons Agronomie, sur toutes ces assimilations d'azote, comment ça marche, comment on calcule un bilan azoté. Donc voilà, j'ai fait une vidéo très complète là-dessus, je vous invite à aller la voir. Donc là, qui dit 22% d'azote, dit 22 unités d'azote par sac. Donc une unité d'azote, en fait, c'est égal à 1 kg d'éléments azotés, 1 kg de N. Nous, pour notre premier apport d'azote en blé, on va apporter 44 unités d'azote. Donc on va épandre 200 kg de cet engrais par hectare. Et pour le colza, on va être à 250 kg par hectare, ce qui nous fait 55 unités d'azote pour le colza. Voilà le programme qu'on va faire aujourd'hui pour le premier apport d'azote. Donc là, ce matin, on va commencer par aller épandre sur le colza. Du coup, on a fait un réglage à 250 kg par hectare. On va mettre 4 sacs. Donc on doit épandre sur 7 hectares et demi de colza, ce qui nous fait 1 tonne 875 kg à épandre en tout. Vu le prix de l'azote, on vide les sacs jusqu'à la dernière goutte. Bon voilà, super, on a largement de quoi faire pour aller faire le colza. Donc là en fait tout simplement l'épandeur, comment ça marche? En dessous au fond il y a un tapis. Donc le tapis va pousser l'engrais. Nous ici on a réglé une ouverture de trappe. Il y a une trappe qui va s'ouvrir pour que l'engrais puisse couler et arriver sur ces disques. Ces disques vont tourner à une certaine vitesse de rotation pour épandre jusqu'à 28 mètres. Parce que voilà, on épand à la même largeur que notre pulvé. On passe dans nos rades de pulvé. Et c'est pour ça aussi que cet épandeur à engrais est bien mieux que celui-là, parce qu'à l'époque, on avait un pulvérisateur qui faisait 24 mètres. Ça, c'est bon, ça épandait jusqu'à 24 mètres. Mais il y a 5 ou 6 ans, je sais plus, on a changé de pulvé. On est passé à 28 mètres. Et cet épandeur à engrais n'épand pas à 28 mètres. Ça nous est arrivé de quand même faire de l'épandage d'engrais avec celui-là. Mais du coup, on le levait très haut, etc. Il n'y a pas moyen de le modifier. Mais pour ce modèle-là, il ne fabrique pas d'ailettes plus grandes pour épandre plus large. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on prend cet épandeur là, parce qu'on est sûr d'aller jusqu'aux 28 mètres de largeur d'épandage. Bon bah c'est parti, tout est chargé, on va commencer l'épandage.
Bon allez, c'est parti avec cette super machine. Là c'est top, j'ai un boîtier aussi. Ça me permet, là je mets en position rouge, c'est quand je fais le bordure de haie, le côté droit en fait va éjecter un peu moins loin pour pas éjecter dans la haie, etc. Et puis après, quand je serai en plein champ, je me remettrai sur vert. On met en route la prise de force. Oui, ça marche. Donc la prise de force va faire tourner les disques à l'arrière pour éjecter. Ensuite, j'embraye le tapis. Et le tapis en fait, lui va avancer en fonction de la vitesse de mes roues de mon épandeur. Donc c'est la vitesse de rotation des roues de mon épandeur qui vont faire la vitesse de rotation de mon tapis. Voilà, c'est tout. Je vais avancer à peu près à 12 km/h. Bien sûr, on se met à 540 tours. Et c'est parti mon kiki. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, top. Nous voilà dans le colza. Donc le colza est pas trop mal cette année, je suis plutôt satisfait. Il y a 2 ans, on avait essayé du colza, on avait fait sur 13 hectares, c'est simple. Sur les 13 hectares de semis, on en avait récolté 0. C'est bon pour vous? Tout avait foiré. Il y avait eu juste après le semis une période de sécheresse qui nous ont fait casser 10 hectares. Et les 3 hectares restants en fait sont morts pendant l'hiver à cause du surplus d'humidité. Le colza est une culture qui n'aime pas l'humidité. Bref, nous voilà aujourd'hui ici à épandre de l'azote, faire la première fertilisation azotée sur les blés et le colza comme je l'ai dit. Alors quel a été notre choix de fertilisation cette année? Il faut savoir cette année en fait qu'on n'a pas choisi grand chose. On n'a pas eu la possibilité de pouvoir choisir ce qu'on voulait, tout simplement à cause des marchés qui sont complètement cassés. C'est le marché qui a fait notre choix de la fertilisation en fait. Je vous explique. Donc il faut savoir qu'en fait les prix des engrais ont complètement explosé cette année et la disponibilité a été très compliquée. Nous, on a réussi sur la ferme à se couvrir à 100% sur toute la fertilisation azotée. Pour beaucoup d'agriculteurs, ce n'est pas le cas. Il y en a qui se sont couverts qu'à 80% par exemple. Pour vous la faire simple, il faut savoir que le prix de l'ammonitrate, donc l'engrais le plus utilisé en France, est monté jusqu'à 750 €. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près, les prix ont beaucoup changé. C'est plus ou moins 750 €. C'est même monté plus, je pense. Mais il faut savoir qu'au printemps dernier, l'ammonitrate coûtait que 300 €. 300 € la tonne, je parle en prix par tonne. Donc le prix a plus que doublé quoi, c'est phénoménal. L'urée lui est monté jusqu'à 800-900 € la tonne, son prix a quasiment quadruplé. C'est phénoménal. Donc la hausse des prix, c'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs facteurs. Donc en fait, il faut savoir que pour fabriquer ces engrais, faut de l'ammoniac. Et l'ammoniac, la fabrication de l'ammoniac est issue en fait des gaz naturels. Le gaz naturel représente pas moins de 80% du prix des engrais azotés. C'est phénoménal et comme on le sait tous, en fait, les prix du gaz naturel ont complètement explosé. Tous ces prix-là se sont enflammés. Et à cause de l'explosion des coûts de production des usines, en fait, les usines ont tout simplement baissé leur production. Certaines usines, les plus grosses, ont baissé leur production jusqu'à 40%. Donc, augmentation du coût de production, les usines baissent leur production, la demande des agriculteurs a augmenté. Tout ceci fait que les prix de l'azote ont explosé et ça a foutu un Bronx pas possible là-dedans. En plus de ça, la production nationale d'engrais en France couvre qu'un tiers des besoins des agriculteurs, ce qui fait qu'en fait on importe énormément. Donc par exemple, l'urée est massivement importée, ça vient des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Et donc il faut savoir qu'il y a eu pas mal de restrictions des exportations et en plus de ça des difficultés énormes en termes de logistique. Vous avez bien compris, c'est tout un micmac comme ça qui a foutu un Bronx pas possible sur les marchés des engrais azotés. Donc voilà, alors nous on paye notre engrais beaucoup plus cher que les autres années, mais ça va que le prix de vente des céréales ont augmenté. Voilà, ça s'est fait en proportion. On achète plus cher notre engrais, mais on vend bien mieux notre culture. Donc ce qui fait que ça compense cette augmentation des prix de l'engrais. Donc pour nous, céréaliers, ça va. Par contre, pour les éleveurs, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que forcément, nous, on vend plus cher nos céréales, mais les éleveurs par derrière achètent beaucoup plus cher leurs aliments. Mais par contre, ils vont pas forcément mieux valoriser, mieux vendre leur viande ou leur lait. Ils vont pas le vendre plus cher. Donc c'est là où il y a un problème, à savoir voilà l'État, qu'est-ce que vous allez faire pour notre éleveur? Qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir l'élevage français? Parce que là on va commencer à arriver à un sérieux problème en fait. Et notamment à cause de ces problèmes de disponibilité en engrais, il y a certains éleveurs en fait, ils ont fait l'impasse sur les apports d'engrais sur certaines cultures. Ils vont favoriser les cultures qui ont un meilleur potentiel et qui risquent de leur apporter le plus. Donc typiquement, certains éleveurs voisins ont tout simplement choisi de mettre de l'engrais sur leur blé, leur colza, etc. mais de ne pas en mettre sur leur prairie. Habituellement, il y en a, ils mettent de l'urée sur leur prairie pour favoriser la production d'herbes, etc. Mais cette année, ils se disent que ça va pas être trop rentable parce que le bénéfice d'un apport d'engrais va pas forcément être valorisé derrière par la production de lait ou de viande. Donc ils vont remplacer ces apports d'engrais par des apports de matière organique. Ils vont fertiliser grâce au fumier, etc. Eux, ils ont la possibilité de faire ça forcément parce qu'ils ont du fumier à disposition grâce à leurs élevages. Aujourd'hui en France, de remplacer les engrais chimiques par les engrais organiques, ça va être très compliqué. Si demain on veut supprimer les engrais chimiques, on sera obligé forcément d'intensifier l'élevage pour remplacer la chimie
par l'organique. Très compliqué. Donc voilà, nous demain les agriculteurs, on va avoir un enjeu énorme pour savoir vers quel type d'agriculture on va se tourner. Une agriculture qui va vers la chimie, plus vers l'élevage, plus comment on lie tout ça, tout en gardant notre capacité de production pour nourrir en fait la planète, les Français. Voilà. Comment on fait? C'est quoi la solution? Donc voilà, tout ça c'est des problèmes un peu complexes. Je me suis dit je profiterai un peu de cette vidéo pour expliquer un peu les enjeux géopolitiques. Donc voilà, moi après j'ai très peu de connaissances, faut pas forcément prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Allez vous renseigner autour pour vous faire un propre avis. Moi je vous balance ces informations là, vous ferez votre propre avis par vous-même derrière. Et ben voilà, j'ai déjà quasiment terminé le champ. Alors là c'est le top, franchement l'épandeur à engrais comme ça, contrairement au pulvé, qui est top en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de replier au niveau des poteaux. Faut savoir que dans ce champ là de 5 hectares et demi, on a 3 poteaux. Donc quand on est avec le pulvé, à chaque fois faut replier, faut passer le poteau, redéplier, etc. C'est un bronx. Là c'est sûr que c'est pratique, on roule à 12 km/h, on passe partout, pas besoin de replier. Quand même c'est moins usant et fatigant. Et bah parfait. Il y a une autre parcelle de 2 hectares en colza à faire et après on rentre à la ferme pour refaire le plein d'azote et aller faire le blé. Et aussi tout à l'heure j'ai complètement oublié de vous apporter un détail technique. Là j'ai dit 22-14, donc 22 d'azote, 14 de phosphore et 0. Ça 0 ça veut dire la potasse, il y a 0 de potasse. Et le parenthèse 23 ici. Le parenthèse 23 ça veut dire qu'il y a aussi 23% de soufre. Voilà, on apporte aussi du soufre parce que les cultures ont besoin de soufre. C'est un élément nutritif dont les plantes ont besoin de se nourrir. Alors là on apporte 14% de phosphore. Voilà, je vous parle jamais de phosphore et de potasse sur l'exploitation de trous. Ce sont des besoins pour la plante qui sont essentiels. Le phosphore et la potasse c'est comme l'azote, ça a besoin pour la photosynthèse, tutti quanti quoi. Sauf que nous on en apporte quasiment jamais sur l'exploitation, que très rarement, tout simplement parce qu'on apporte énormément de fumier. On apporte du fumier sur nos parcelles tous les ans, grand maximum tous les 2 ans, et en fait le fumier organique apporte énormément de phosphore et de potasse qui nous permettent de compenser les apports d'engrais chimiques. Bon, là il reste à peu près 500 kg. On va aller faire du coup maintenant le blé, on va changer nos réglages, on va passer à 200 kg par hectare, et là on va aller faire un îlot de 30 hectares, donc 200 multiplié par 30, donc ce qui fait en tout 6 tonnes à apporter pour l'îlot de 30 hectares. On a des sacs de 600 kg, donc ce qui fait qu'on doit mettre 10 sacs. C'est ça qui est pratique d'avoir un aussi grand épandeur à engrais, c'est qu'il y a une capacité de 9 tonnes et du coup on peut mettre tout ce qu'on a besoin pour aller faire notre chantier. Il n'y a pas besoin comme avec celui-là de revenir tous les 4 matins, on peut mettre que 3 sacs maximum quoi. Donc bien pratique, ça c'est un service de la COP de pouvoir nous louer ça à très bas prix. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. C'est bon. Je suis en train de remplir mes bottes par la même occasion. C'est un enfer. Allez hop. Il y a des blocs qui se forment, alors je suis obligé de taper dessus au pied pour que ça puisse descendre. Et bah dis donc, il y a un beau chargement. J'ai plus qu'à vider mes bottes maintenant. Et voilà, impec. Bon, on va fermer la bâche parce que là il commence à pleuvoir. C'est pour éviter que ça prenne l'eau. Et après quand ça prend l'eau ça fait des amas, ça passe plus bien. Enfin, faut pas que ça prenne l'eau quoi. Et voilà. Donc on va changer nos réglages. Donc pour les réglages ça se passe ici. Donc là on a réglé à 109. Mais ici on change pas puisque c'est pour la largeur d'épandage à peu près. Et ça se passe sinon ici. À l'ouverture de la trappe on était à 5,5 et là faut redescendre à 4,5. Je remonte. Et voilà, c'est super rapide. Franchement ce type d'épandeur pour faire ces chantiers là c'est le top. Donc y a plus qu'à. C'est parti pour faire 30 hectares de blé. Et nous voilà arrivés dans l'îlot de 30 hectares de blé. Alors ici c'est 2 parcelles, une de quasiment 21 hectares où c'est du blé sur blé et une de 9 hectares où c'est du blé derrière maïs grain. Donc là le blé derrière maïs grain certainement qu'on y reviendra quand on aura fini tous nos épandages parce qu'il nous restera
forcément un peu d'engrais dans l'épandeur. Donc on en profitera d'aller vider ce qui nous reste en engrais sur cette parcelle de 9 hectares derrière maïs grain. Pourquoi? Parce que le précédent maïs grain va pomper de l'azote dans le sol. Tout simplement pourquoi? Parce que à la récolte, il y a toutes les fans de maïs qui sont restées en surface et dans le sol. Et ces fans de maïs là, pour se décomposer, vont consommer l'azote du sol. Donc les fans de maïs peuvent consommer jusqu'à 10 unités d'azote. Donc ça sera 10 unités d'azote en moins pour le blé. Donc il faut compenser ça. C'est pour ça qu'on ira vider à la fin notre épandeur à engrais dans cette partie là. Donc là on voit que le blé est pas arrivé sur une fin d'azote, mais il commence doucement à changer de couleur. Là voilà, je suis revenu du ski, c'est passé une semaine. Je trouve que les cultures ont vachement quand même évolué. Surtout le blé, on voit qu'il commence à repartir, qu'il tale bien. On sent qu'il commence à changer de couleur, qu'il commence à pomper tout ce qu'il y a dans le sol. Donc là on est pile poil au bon moment pour apporter de l'azote, pile poil au moment où il a faim. Donc en tout, pour les besoins du blé, enfin je vais pas tout vous réexpliquer parce que l'année dernière sur ma vidéo Parlons Agronomie, j'avais tout bien expliqué, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez aller plus loin dans la technique. Mais en tout cas, grosso merdo, pour le blé, on a besoin environ 200 unités d'azote en tout, et pour le colza, c'est à peu près pareil, on peut dire 200 unités. Après, ça dépend de plein de choses, ça dépend du précédent, de notre potentiel de rendement, des apports de fumier qu'on a fait, enfin voilà, ça peut extrêmement varier selon tous ces facteurs-là. Mais ça, voilà, je l'avais expliqué dans mes vidéos Parlons Agronomie, j'avais fait un bilan azoté où on prend en compte tous ces facteurs-là. En tout cas, là, le ciel devant moi est noir, ça va tomber fort. Mais en tout cas, là, c'est le temps parfait parce que pour que cet azote-là soit disponible pour notre culture, forcément, il faut qu'il soit dissous par l'eau. Ce sont des petites billes, vous avez vu, des granulés. Et lorsqu'il pleut, ça va être dissous et ça va pénétrer dans le sol. Et ça va se rendre forcément disponible pour les racines de la culture. Attendez, je vous montre le ciel devant moi, regardez. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est bien noir. Bon, le seul bémol de l'épandeur à engrais comme ça, contrairement au pulvérisateur qu'on utilise habituellement, parce que habituellement en fait on épand de la formule liquide, donc de l'urée liquide, donc c'est avec le pulvérisateur forcément. Le seul bémol avec ce genre d'épandeur où c'est solide, c'est quand même qu'on est beaucoup moins précis dans notre épandage. Forcément, nous, notre pulvé est équipé de coupures de tronçons, donc en fait quand on se recoupe, quand on arrive sur des endroits où on a déjà traité, où c'est des pointes de champ, chaque tronçon va se couper au fur et à mesure, un par un, et comme ça on va vraiment mettre exactement la même dose partout. Que là, quand j'arrive dans mes pointes, je peux pas couper, donc forcément parfois je me recoupe de moitié, donc sur cette moitié là, j'ai pas en double quantité quoi. Donc voilà, c'est un peu un bémol de la formule solide. En tout cas, avec ce type d'outil, c'est super rapide de faire notre chantier, c'est vraiment agréable. Là, on va être passé en tout sur 56 hectares en une journée. Ça permet psychologiquement quand même de sauter un poids de la tête. Voilà, là il n'y a pas du tout de pression quoi. Mais en tout cas, la 826, c'est pas trop de puissance pour emmener ça, parce que c'est sûr que ça commence à faire lourd quoi. Bon, après c'est pas non plus lourd, mais c'est sûr que le 430, parce qu'on peut mettre que le 826 ou le 430 pour faire ce genre de chantier, tout simplement parce que c'est ces deux seuls tracteurs qui ont la largeur de voie du pulvé. Donc on passe dans nos rades de pulvé. Donc voilà, quitte à choisir entre le 430 et le 826, le 430 est quand même léger pour emmener ce type d'épandeur quoi, même s'il le ferait, mais 115 chevaux quand tu as plus de 6 tonnes à tirer, ouais, c'est un peu limite. Surtout que bon, là ça va, le terrain porte bien, mais t'entends, il y a des ornières, des fonces ou d'anciennes mares où là c'est bien plus gadouilleux. Donc bon, le tracteur se terre un peu quoi. Oh la vache, là la pluie ça tombe, on est en train de se prendre une averse orageuse. Je vais vite aller chercher mon père parce que il est parti vérifier la sortie des drains, voir si les drains se coupent bien, etc. Si c'est pas bouché comme j'avais expliqué dans mes vidéos de drainage. Sauf que là il est en train de se faire arroser le pauvre. Donc on fonce aller le chercher les gars, le pauvre. Oh regardez le pauvre. T'as pris ta douche? Ça va. Ah la vache, je me suis dit quand même je vais aller te chercher, je vais pas te laisser là. Oh pétard, là ça pleut bien là. Là au moins on sait que l'azote va être incorporé dans le sol. Là c'est une certitude hein. Bon, là on vient de finir une parcelle de 18 hectares et demi. Donc là il nous reste, il nous en reste à peu près 500 kg, 600 kg dans l'épandeur. Du coup on change les réglages et on va finir d'épandre tout ça sur les 9 hectares de blé derrière maïs grain. Et vous voyez ici, le blé n'est pas du tout de la même couleur que l'îlot de 30 hectares qu'on a fait tout à l'heure. Là on voit qu'il est bien plus développé, bien plus vert. Il n'y a rien à voir hein. Pourtant on a eu les mêmes itinéraires techniques, on a aussi épandu beaucoup de fumier ici. La seule chose qui change ici, c'est qu'on est sur un précédent févrole. Et là on voit de manière nette et précise que la févrole, il y a un bon intérêt de faire la culture de févrole car ça donne des gros avantages de manière agronomique. La févrole peut restituer au blé jusqu'à 30 unités d'azote. Donc là on voit clairement ici que le blé continue de se développer sans arriver à une fin d'azote. Donc voilà, la févrole, une culture très intéressante de manière agronomique.
Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y en a plus. Voilà, il me restait même pas 0,5 hectares à faire et je viens de tomber en panne d'engrais. Je voyais que ça épandait plus trop. Quand c'est comme ça, je descends, je vais regarder au niveau du tapis. Et effectivement, il y avait plus d'engrais sur le tapis. Donc voilà, là nous voilà sur le blé derrière maïs grain. On voit qu'il est bien moins développé que le blé derrière févrole. Forcément, on l'a semé plus tard. Il y a moins d'azote de disponible. Mais bon, ici, on a semé une variété bien plus précoce, donc ça devrait rattraper le retard durant le printemps. Donc voilà, le premier rapport, c'est déjà terminé. En plus, on n'a pas commencé tôt ce matin à épandre. On a commencé peut-être vers 11 h. Ça s'est fait super rapidement. Là, il est 18 h 30. Il n'y a plus qu'à rentrer. On ira rendre l'épandeur demain. Et donc, c'est déjà une fin de vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à dans une prochaine.